Bonjour. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de panne de lecture et de façon d'y remédier. Et là, ce que je fais pour essayer de remédier à ma panne de lecture qui durait depuis 3 mois, c'est de m'imposer un challenge. Alors, c'est un challenge très courant sur Bookstagram et Booktube. C'est de s'imposer la lecture d'un livre par jour pendant 7 jours. Voilà. Et du coup, j'ai commencé. Donc, on va commencer, on va pas perdre plus de temps. J'en suis au 4e jour, donc 4 livres. Donc, je vais parler des 4 premiers livres que j'ai lus. Et puis, je ferai une deuxième partie où je parlerai des 3 derniers. Et qu'est-ce que cette expérience m'a apporté. Donc, le premier, c'est Les Belles Endormies de Kawabata. Je suis très gênée par la lecture de ce livre. Je n'ai pas du tout aimé le cadre de base, ni en fait ce qui m'a... Bon, le cadre de base c'est quoi? Je pense que vous le connaissez, c'est comme un prix Nobel de littérature, donc je vais pas vous apprendre grand chose, mais grosso modo c'est une maison de prostitution où les filles, parce que c'est des adolescentes à peine pubères, sont endormies, anesthésiées pour le plaisir des vieillards qui sont donc, comme le dit le texte, impuissants, impotents, qui ne peuvent plus du coup avoir de relations sexuelles. Et d'ailleurs, les relations sexuelles sont interdites dans cette maison close. Et le but, c'est juste pour ces vieillards de s'approcher de cette jeunesse, de la jeunesse, d'un corps jeune et frais et plein de vie, etc. Alors que eux arrivent vers la mort. Donc bon, si on enlève le côté très pervers de la chose, on peut se dire que oui, effectivement, il y a un cadre un cadre allégorique en fait, qui permet une réflexion sur l'âge, la vie, la mémoire. Il y a tout un champ, on va dire toute une sensualité onirique, plein de réflexions, quasi contemplatives, méditatives, qui permettent du coup effectivement de pousser la réflexion, de s'évader d'une certaine manière, ça permet une certaine réflexion philosophique sur ce que c'est que vieillir, ce que c'est que passer dans ce monde, etc. Bon, mais je trouve... mais ce qui m'a beaucoup dérangée, c'est qu'il n'y a pas de distance narrative du tout dans ce texte. En fait, on ne sait pas vraiment trop ce que pense Kawabata. Alors oui, il y a 2-3 moments où il dit que les femmes sont faites pour le plaisir des hommes, des choses comme ça, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il pense en fait. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup dérangée. Ou encore... Oui, c'est ça. Ou des réflexions aussi donc du personnage principal, Eguchi, qui va du coup par la rencontre avec ses corps endormis, anesthésiés, va réfléchir aussi à ce que représentent les femmes de sa vie. Bon, franchement, vraiment, je me suis ennuyée. La seule chose qui m'a fait finir ce livre, c'est de me dire, prends-le vraiment comme un ouvrage, comme un laboratoire de féministe, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, dans un monde patriarcal, les femmes, en tant que telles, sont paralysées, sont anesthésiées, et effectivement, elles sont usées, utilisées jusqu'à l'usure pour les désirs des hommes. Que les hommes, du coup, dans un système patriarcal, ne sont considérés hommes que tant qu'il y a de la puissance sexuelle en eux, qu'à partir de là, à partir du moment où ça dégénère, où il n'y en a plus, où il y en a de moins en moins, du coup, ils perdent leur statut d'homme et deviennent donc vieillards indolents. Que dans un monde aussi patriarcal où femmes et hommes, où les femmes sont soumises aux hommes et à une certaine catégorie d'hommes, il y a aussi une forme de dialectique un peu hegelienne du maître et de l'esclave, où à force d'être dépendant de l'esclave, le maître devient dépendant tout court.
Ce qui expliquerait du coup ces vieillards qui sont fascinés par ces corps de jeunes filles endormies et qui cherchent à revenir, et notamment Eguchi à revenir sans cesse alors que lui n'est même pas encore vieillard. Donc bon, on peut voir aussi que c'est un récit initiatique de l'homme qui entre dans la vieillesse. Mais vraiment la distance narrative, enfin la voix narrative, sa distance, il n'y en a pas, m'a beaucoup gênée. Et même toutes les rêveries sur le corps et sur les paysages aussi autour, on entend beaucoup la mer, la pluie. J'ai même pas trouvé ça incroyable. Voilà. Franchement, j'ai préféré, en termes de rêverie et en termes d'écriture, on va dire, dans une esthétique japonaise, franchement, j'ai préféré l'éloge de l'ombre alors que c'est pas censé être poétique. Voilà. Donc, franchement, j'ai pas adoré du tout. Bon. Dites-moi hein, si vous pensez le contraire, mais moi ça m'a pas... Bon. Deuxième livre que j'ai lu le deuxième jour, c'est-à-dire... je sais plus en fait quand j'ai commencé à lire. On est mercredi ? Oui, voilà, donc que j'ai lu lundi. J'ai lu Comment j'ai fumé tous mes livres. Alors ça c'est un livre de Fatma Zahra Zamoum, ou Zamoum, je sais pas, ou Zmoum. Du coup, c'est une professeure à l'université en Algérie. Elle est aussi scénariste et écrivaine. Moi, je ne connais que ce livre-là. Je n'ai rien vu d'autre d'elle. C'est un livre que j'avais acheté en Algérie il y a quelques années et dont j'avais lu quelques pages et que je n'avais pas terminé. Donc, je me suis dit, pour le challenge, c'est parfait. Du coup, alors c'est marrant, c'est drôle, ça m'a beaucoup fait penser à Gary parce que en gros vous avez la situation comme ça un petit peu inattendue, comment je pourrais appeler ça, pas loufoque mais un peu insolite, voilà c'était le mot que je cherchais, un peu insolite d'une femme qui a énormément de bouquins et qui à 25 ans décide déjà de tout quitter. Elle allait se marier, puis finalement elle se marie pas. Bon, je vais pas trop en raconter parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses déjà, donc si j'en raconte trop, voilà. Qui devait se marier, qui ne se marie pas, qui lâche en fait futur mari, job stable et appartement pour aller vivre en sous-location chez un vieux émigré qui n'habite plus en France. Et petit à petit, elle décide en fait de fumer sa bibliothèque, littéralement, c'est-à-dire qu'elle vend ses bouquins pour s'acheter du tabac et fumer. Et en fait, c'est très drôle parce que en fait, elle a toute une réflexion comment en fait, voilà, fumer du Proust, est-ce que c'est comme fumer du Romain Gary justement, et puis elle vend ses bouquins dans un ordre précis, donc il y a une forme aussi de fétichisme des bouquins. Enfin, ça lui permet de faire un peu de tracer quelques noms de sa bibliothèque idéale. Ça permet de tracer quelques thèmes, l'écriture, la lecture. Et bien sûr, elle finit par écrire. Alors moi, je pensais qu'à la fin, ce serait voilà, le bouquin que je voulais écrire, c'est celui que toi, lecteur, tu tiens entre les mains, mais c'est pas exactement ça, mais presque. Voilà. C'était sympa. Il y avait des réflexions intéressantes, d'autres beaucoup plus plates. C'est pas une écriture splendide. Enfin, il y a pas une grosse recherche de style. Enfin, il y a pas de recherche de style en soi. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà, mais ça se lit bien, c'est sympa, c'est un peu insolite. Mais il y a, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses très attendues. Enfin, j'ai pensé à Romain Gary pendant les 88 premières pages et bim, son nom est sorti, Émile Ajar, le pseudonyme. Enfin, je trouve que c'est dommage parce qu'il est très court. Elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment survolées. Voilà, c'est un peu dommage. Et en même temps, c'est peut-être aussi une posture, vous savez, un peu l'anti-écrivain, quoi. Et l'anti-lectrice aussi, quand j'y pense, parce que
vraiment une lectrice... Enfin, une lectrice idéale ne vendrait pas sa bibliothèque pour fumer. Donc oui, peut-être. Bon, en tout cas, c'est sympa. Voilà. Ensuite, troisième livre que j'ai lu... Ah, non, en fait, il y a eu un accro. J'ai commencé à lire 1994 de Adlène Mdé. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en une journée, c'était trop vaste. Il y a 350 pages. En fait, j'étais sûre qu'il faisait 200 pages. Et voilà, 350, c'est déjà plus compliqué pour une journée quand on taffe à côté ou juste on a des trucs à faire toute la journée, quoi. Et puis surtout, c'est pas 350 pages légères. 1994, c'est l'année où tout bascule en Algérie, parce que j'ai quitté le pays à ce moment-là. Non, je plaisante. Mais effectivement, j'ai quitté le pays à ce moment-là, mais c'est pas pour ça que ça a basculé. Ça a basculé parce que voilà, ça faisait déjà 3 ans que la guerre civile avait éclaté, 6 ans que voilà, qu'il y a eu les événements d'octobre, et puis ensuite, tout ce qu'on sait à partir de 91, à peu près, plus ou moins, les attentats, les bombes. C'est très difficile de parler de cette période. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que Adlène Mdé non seulement parle de cette période qui est quand même encore beaucoup tabou dans la société algérienne, mais en plus, il fait parler des militaires. Et là, c'est encore plus... voilà, parce que... Bon, l'histoire est floue, le rôle du gouvernement, le rôle de l'armée, voilà. Donc, je ne l'ai pas terminé, donc je ne vais pas vous en parler davantage. Pour le moment, ce que j'ai à dire, c'est que c'est beaucoup trop touffu, c'est trop dommage parce qu'il y a énormément de matière, mais il aurait dû élaguer un petit peu. Et puis le style aussi, je suis très déçue par le... Enfin, pas très déçue, mais je suis assez déçue par le style. Il y a de grosses lourdeurs et parfois... Enfin... Ouais, il y a de grosses lourdeurs. Il y a une phrase comme, alors je sais plus, j'essaie de trouver la page, mais comme l'exil a un sens de non-sens qui fait perdre le sens, quelque chose comme ça. Et là, non, en fait, enfin non, c'est lourd. Voilà. Donc, je le relirai, enfin, je le terminerai à un autre moment. Mais pour le moment, c'était beaucoup trop lourd. Voilà. Donc, j'ai laissé tomber ça et j'ai lu... Ah mais non, je crois que j'ai laissé tomber le deuxième jour et du coup j'ai lu celui-ci le deuxième jour. Voilà, beaucoup plus léger. Mais on est resté dans Alger, l'Algérie, blablabla. Enfin, ça se passe pas à Alger, mais c'est une Algérienne. Bon, ouf, je suis fatiguée de ces précisions. Donc ensuite, troisième jour, troisième livre, Adeline de Dieudonné, pardon, La vraie vie. Alors, il se dévore, hein, il se lit très très rapidement. C'est une histoire qui se passe plus ou moins en huis clos, sans être vraiment en huis clos. On suit une petite fille, une adolescente. Je crois qu'au début, elle a 9-10 ans et ça se termine à ses 13-15 ans, quelque chose comme ça. C'est une fille du coup qui grandit dans une famille avec un père violent, avec tout ce qu'on peut penser de la violence. Vraiment, c'est une fable d'horreur où vous avez... beaucoup d'allégories, beaucoup de symboles, beaucoup de choses très très intéressantes. C'est bien ficelé, on suit vraiment tout. Y a des choses qui sont un petit peu... Enfin, il y a des réflexions, je pense, qui auraient pu être traitées un peu plus profondément, mais vraiment, on tient vraiment tout le long. Il y a cette suspense et en même temps il se passe pas... Enfin, vous voyez, il y a une bonne dose en fait entre le suspense et le quotidien en fait de cette fille. Et ça montre aussi comment... parce qu'en fait, quand je dis qu'il y a du suspense, c'est qu'il y en a sans en avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que ça montre comment quand il se passe le pire, il ne se passe rien. C'est-à-dire que cette petite fille, toute sa vie, elle aura vu le pire, mais tout est raconté comme s'il ne se passait rien. Et ce livre aussi, en quoi il m'a intéressée, c'est surtout ce qu'il dit de l'adolescence, comment on passe de fille à femme, comment un garçon passe de garçon à homme aussi, comment la société forme et déforme l'être. Et bien sûr, la société via les parents. Ça dit énormément de choses aussi
Ça dit énormément de choses aussi, donc du sexisme, enfin c'est pas plus sexisme là, hein, mais des différences qu'on va créer entre les filles et les garçons, et comment une fille et un garçon, un frère et une sœur vont grandir sous le même toit, mais pas de la même manière. Comment ils vont être élevés vraiment différemment, parce qu'ils sont hommes, enfin parce qu'ils sont destinés à être hommes ou à être femmes. Ça dit aussi beaucoup de choses sur la violence, oui, voilà, la violence, comment elle fait partie aussi de l'éducation, comment elle fait partie de notre devenir adulte en fait. Voilà, grosso modo. Et c'est vraiment, ça accroche. Ça accroche et c'est lourd et léger aussi. Enfin, voilà, il y a quand même, c'est bien dosé pour pas mal de choses. Après, j'ai un peu plus de mal à croire, mais bon, c'est un conte, hein, j'ai envie de dire. Enfin, une fable, mais j'ai un peu plus de mal à croire. Il y a des choses dans la personnalité de la jeune fille que je trouve un petit peu contradictoires ou un peu trop... En fait, voilà, non. Pour être précise, la voix, en fait, encore une fois, j'ai un problème avec les voix en ce moment. La voix narrative, donc c'est la petite fille qui parle. Et en fait, on n'arrive pas à savoir si c'est la petite fille quand elle est petite ou si c'est elle, grande, qui parle. Alors on pourrait dire, mais c'est très bien, parce qu'il y a un floutement de la voix, etc. etc. Oui, certes. Mais moi, ça me dérange un petit peu parce que du coup, parfois, on est un petit peu embêté dans certaines... Ouais, il y a vraiment des réflexions qu'elle tient parfois. J'ai du mal à y croire, en fait. Et voilà. Donc, c'est plus ça qui m'a gênée. Voilà, tout simplement. Le livre que je lis donc aujourd'hui, mercredi 29, c'est ça ? Écrire, enfin que je relis. Donc bon, là j'en suis, j'ai bientôt fini. C'est chouette, enfin c'est marrant parce que quand on relit un livre, j'ai pas trop l'habitude de relire des livres. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler écrire de Marguerite Duras, hein, je ne pense pas que j'ai à le présenter. Mais bon, c'est Marguerite Duras et elle parle du métier d'écrire. Voilà, est-ce que c'est un métier ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Tout. C'est drôle quand on relit, et je n'ai pas l'habitude de relire, comme je l'ai déjà dit. C'est drôle parce que on est... en fait, on relève pas les mêmes choses. Et ça, c'est chouette. C'est chouette parce que je me dis, ça veut dire que je lis autrement, c'est-à-dire que je ne perds pas mon temps à relire, on ne perd jamais son temps à lire ou à relire, et donc c'est d'autres choses qui vont nous parler, autrement. Et puis parfois on a corné des pages, on ne sait même plus pourquoi. Oui, parce que je corne des pages aussi, hein. Je sais que certains n'aiment pas ça, mais c'est comme ça. Donc bon, quand un livre est fini, un livre qu'on a écrit, j'entends, on ne peut plus dire en le lisant que ce livre-là, c'est un livre que vous avez écrit, ni quelles choses y ont été écrites, ni dans quel désespoir ou dans quel bonheur, celui d'une trouvaille ou bien d'une faillite de tout votre être. Parce qu'à la fin, dans un livre, rien de pareil ne peut se voir. L'écriture est uniforme en quelque sorte, assagie. Rien n'arrive plus dans un tel livre, terminé et distribué. Et il rejoint l'innocence indéchiffrable de sa venue au monde. Pas mal, hein ? Par contre, je me demande pourquoi elle a changé de sujet. Quand un livre est fini, un livre qu'on a écrit, on ne peut plus dire en le lisant que ce livre-là, c'est un livre que vous avez écrit. Alors, pourquoi change-t-elle de pronom ? Vous avez 2 heures. Bref, on se voit en fin de semaine, dans 3 jours, si tout se passe bien. J'aurai donc terminé de relire lui, et puis j'aurai lu, si tout se passe bien, 3 autres livres. Voilà. Bonne fin de semaine.